La commandante des SEAL, une terreuse d'élite, a été sous-estimée jusqu'à ce qu'elle élimine 12 ennemis en 5 minutes. Avant de plonger, prenez un instant pour me dire, d'où regardez-vous cette histoire et quelle heure est-il? Peut-être le lever du soleil à Nairobi, minuit à New York, l'après-midi au Canada ou le soir en France. Ne vous contentez pas de la regarder en silence. Laissez un commentaire ci-dessous et voyons quelle portée mondiale cette histoire a. Maintenant, plongez-vous et commençons. Le cœur de la capitaine Marianne Rousseau battait fort contre ses côtes, tandis qu'elle pressait sa joue contre le métal froid de son fusil. Le sable grinçait entre ses dents, tandis que les balles déchiraient l'air au-dessus du rocher qui la dissimulait. 12 combattants ennemis avaient immobilisé son équipe dans cette vallée afghane perdue, leur embuscade exécutée avec une précision mortelle. Son commandant gisait ensanglanté à une vingtaine de mètres de là, son regard douloureux croisant le sien à travers le champ de bataille, les mêmes yeux qu'il avait regardés avec mépris quelques heures plus tôt. Les femmes n'ont pas leur place dans les équipes SEAL, avait-il ricané lors du briefing de mission. Surtout pas comme tireuse d'élite quand des vies sont en jeu. Maintenant, ses vies, celles de ses frères d'armes, dépendaient entièrement de son doigt sur la gâchette. Le sang d'un éclat d'obus ruisselait sur sa tempe, tandis que cris et coupes de feu emplissaient la vallée. Aucun secours n'arrivait, aucun soutien aérien possible. Juste elle, son fusil, et des chances insurmontables. « On va mourir ici », murmura Torres à côté d'elle, serrant son bras blessé. Le reste de leur équipe de 6 personnes était dispersé parmi les rochers, les munitions s'épuisant dangereusement. Marianne ferma les yeux une seconde, se souvenant des paroles de son grand-père, enfant de la campagne française. Le cœur doit être calme pour que le tir soit efficace. Lorsqu'elle se rouvrit, ses yeux étaient cristallins. Sans un mot, elle s'éloigna de Torres, ignorant son murmure désespéré de rester en arrière. La crête à sa gauche, exposée, dangereuse, une tentative apparemment suicidaire, offrait le seul point d'observation qui pouvait les sauver. Ses bottes raclaient des pierres alors qu'elle entamait son ascension désespérée, sachant que tous les membres de son équipe pensaient la même chose. Voilà la femme qui, selon le commandant Reynolds, craquerait sous la pression. La radio crépitait d'un bavardage frénétique, tandis que Marianne escaladait la paroi rocheuse, son fusil serré contre son dos. Du sang lui coulait des mains, blessée par une pierre tranchante, mais elle ne ressentait pas la douleur. 20 secondes d'exposition. 20 secondes où un seul observateur ennemi pouvait lui coûter la vie. Elle repensa au visage de sa mère, aux larmes de fierté versées lorsque Marianne avait obtenu son diplôme de l'Académie navale, alors que tout le monde disait que la fille d'un immigré français n'y arriverait jamais. Elle repensa aux mois brutaux de formation des SEAL, où les instructeurs l'avaient poussée 2 fois plus loin, attendant qu'elle craque. Elle repensa au sourire narquois du commandant Reynolds lorsqu'il l'avait intégrée à l'équipe. « Voyons combien de temps vous tiendrez, princesse. » Tandis que les balles ricochaient sur les rochers à quelques centimètres de sa main tendue, elle serra les dents et se hissa plus haut. Le rebord qu'elle cherchait était à peine assez large pour sa silhouette élancée, une saillie précaire surplombant la zone de destruction en contrebas. Marianne se plaqua contre la pierre chaude, dégainant son fusil avec une précision experte. À travers sa lunette, le champ de bataille se révélait avec une clarté cristalline. 12 combattants, leur position, leurs mouvements. Elle voyait ses coéquipiers blessés, le commandant Reynolds peinant à appuyer sur sa poitrine ensanglantée. L'homme qui la rabaissait à chaque instant gisait maintenant, impuissant, dans la poussière. Son réticule se posa sur le premier combattant ennemi, sa respiration ralentissant jusqu'à un rythme presque imperceptible. Le reste du monde s'évanouit tandis que son doigt caressait la détente. 5 minutes, c'était tout ce qu'il lui fallait. 5 minutes pour tout changer. 5 minutes pour prouver que toutes les voix dubitatives avaient tort. Tandis qu'elle expirait et serrait, le coup de fusil résonna dans la vallée comme le tonnerre avant l'orage. 6 mois plus tôt, Marianne se tenait, le dos raide, dans le bureau du commandant Reynolds, ses ordres de transfert à la SEAL Team 7, serrés dans ses mains aux jointures blanches. La pluie s'abattait sur les fenêtres de la base de Norfolk, tandis que Reynolds la toisait de haut en bas avec un mépris non dissimulé. « Vos résultats sont impressionnants sur le papier, capitaine Rousseau, » dit-il en déposant son dossier sur son bureau sans l'ouvrir. « Mais le papier ne saigne pas le combat. » Ces mots la blessèrent,
Mais Marianne avait appris depuis longtemps à ériger des murs autour de son cœur. Derrière lui, des photos de missions précédentes étaient alignées au mur. Tous des hommes, bras dessus, bras dessous, la fraternité qu'elle savait ne jamais vraiment rejoindre. « Je ne suis pas ici parce que je suis une femme », répondit-elle d'un ton neutre. « Je suis ici parce que je suis la meilleure sniper de 3 bataillons. » Une lueur dangereuse traversa le regard de Reynolds tandis qu'il se penchait en avant. « Mes hommes se confient mutuellement leur vie. Ils ne te feront jamais confiance, même si tu te crois bon. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre de caserne, Marianne s'autorisa 5 minutes de doute, la seule faiblesse qu'elle s'autorisait dans sa vie disciplinée. Elle fixait la photo délavée de son grand-père, Marcel, qui lui avait appris à tirer dans les forêts normandes alors qu'elle n'avait que 8 ans. « Patience, petit loup », murmurait-il tandis qu'il traquait les cerfs à travers les bois anciens. « Le tir n'est jamais une question de force, mais d'immobilité. » Ses doigts parcoururent son visage buriné sur la photo. Il avait fait partie de la résistance française, un fantôme qui hantait l'occupant nazi, une légende qui n'avait jamais cherché à être reconnue. Quand ses camarades de classe se moquaient de son accent à l'école, il lui avait appris que les mots ne pouvaient blesser que si on leur donnait du pouvoir. « Sois le loup, pas le lapin », disait-il. Désormais, à des années-lumière de ses forêts d'enfance, Marianne se demandait si même les loups pouvaient survivre dans une meute qui refusait de les accepter. Le matin apporta les humiliations rituelles auxquelles elle s'attendait. Au mess, les conversations s'éteignirent à son approche. Lors des briefings tactiques, ses suggestions étaient ignorées jusqu'à ce que ses coéquipiers masculins les répètent. Sur le champ de tir, les hommes se rassemblaient pour l'observer, espérant qu'elle faiblirait. Au lieu de cela, elle les surpassa tous, ces groupes si serrés que même les plus rancuniers ne pouvaient nier son talent. Le lieutenant Santiago, commandant en second de l'équipe, fut le premier à reconnaître son talent. « Où as-tu appris à tirer comme ça ?» demanda-t-il en examinant sa cible avec un respect réticent. « Mon grand-père », répondit-elle simplement, en rechargeant avec une efficacité éprouvée. « Il disait que les Américains avaient sauvé son village pendant la guerre, alors quand je voulais servir, il fallait que ce soit avec les meilleurs. » Quelque chose changea dans l'expression de Santiago, pas de l'amitié, pas encore, mais de la reconnaissance. Alors qu'ils retournaient ensemble à l'armurerie, elle sentit Reynolds l'observer de loin, son mécontentement se lisant sur sa mâchoire dure. L'équipe devait être déployée dans 8 semaines, ce qui laissait à Marianne très peu de temps pour faire ses preuves. Elle s'entraînait plus longtemps que quiconque, arrivant avant l'aube et repartant bien après la tombée de la nuit. Ses mains se couvrirent de callosité, tandis qu'elle démontait son fusil, les yeux bandés, gagnant quelques secondes de gain de temps, jusqu'à ce que l'arme lui semble plus une extension de son corps qu'un outil. Une nuit, alors qu'elle travaillait seule, elle sentit plutôt qu'elle n'entendit quelqu'un entrer dans la salle d'entraînement. Le spécialiste Torres, le médecin de l'équipe, l'observait depuis l'embrasure de la porte. « Tu sais qu'il ne t'acceptera jamais, n'est-ce pas ?» dit Torres doucement. « Reynolds a perdu son meilleur ami lors d'une mission où leur agent de renseignement hésitait. Pour lui, cela prouve que les femmes n'ont pas leur place au combat. » Les mains de Marianne ne s'arrêtèrent pas de remonter méthodiquement son fusil. « Je ne suis pas elle, » répondit-elle, le clic de la dernière pièce se mettant en place ponctuant ses mots. « Et je n'ai pas besoin de son acceptation pour faire mon travail. » Torres l'observa un long moment avant d'acquiescer. « Non, je ne pense pas. Mais nous autres, nous devrions peut-être le constater de notre propre œil avant de confier notre vie à votre objectif. » Les pales de l'hélicoptère fendent la pluie battante, tandis que l'équipe Sept effectue sa première opération d'entraînement avec Marianne. L'exercice nocturne est simple mais éprouvant. Infiltrer un camp ennemi, extraire une cible de grande valeur et s'exfiltrer sans se faire repérer. Reynolds a placé Marianne en surveillance, un poste isolé sur une colline boueuse, loin du cœur de l'action. « Gardez votre voix dégagée, sauf nécessité absolue, » ordonne-t-il, le message tacite clair. « Ne vous gênez pas. » Tandis que l'équipe s'approche de l'objectif, Marianne s'installe, la pluie trempant sa combinaison de camouflage jusqu'à la faire frissonner. Grâce à sa lunette, elle suit leur progression, guettant les menaces que l'équipe au sol pourrait manquer. L'exercice était censé être simple, mais lorsque la foudre illumine le terrain d'entraînement, Marianne repère quelque chose que la simulation n'avait pas prévu. Un vrai sanglier, massif et agité, juste sur la trajectoire de son équipe.
Le protocole imposait le silence radio, sauf intervention d'urgence. Si elle rompait ce silence, Reynolds aurait une raison de plus de douter de son jugement. Sinon, ses coéquipiers pourraient être gravement blessés. Marianne prit sa décision en un clin d'œil. Sierra One à l'équipe au sol arrêtait immédiatement tout mouvement, sanglier, à 2h30 mètres. Sa voix était calme malgré l'enjeu. La réponse furieuse de Reynolds grésillait dans son oreillette. « J'ai dit silence radio, capitaine. » Avant qu'il ait fini de parler, un nouvel éclair fulgura, révélant l'énorme animal fonçant droit sur la position du lieutenant Santiago. Sans hésiter, Marianne tira un coup de feu dans le sol près du sanglier, le bruit et l'impact éloignant l'animal de son équipe. Pendant 10 longues secondes, le silence régna à la radio, puis la voix de Santiago. « Merci pour l'information, Sierra One. C'était une bonne connaissance de la situation. » De retour à la base, Marianne nettoya son fusil en silence pendant que l'équipe débriefait. Elle s'attendait à la réprimande de Reynolds pour avoir enfreint le protocole et avait préparé sa défense avec une précision militaire. Au lieu de cela, il s'arrêta près de son poste de travail, l'air indéchiffrable. « Vous avez désobéi à un ordre direct, » dit-il doucement. Marianne soutint son regard sans sourciller. « J'ai pris une décision pour protéger l'équipe. » Une lueur complexe traversa le visage de Reynolds. Frustration, respect réticent, doute persistant. Santiago aurait pu être encorné si vous n'aviez pas repéré ce sanglier, admit-il à contre-cœur. Mais ne croyez pas qu'un coup de chance vous fasse intégrer cette équipe. En s'éloignant, Marianne remarqua Torres qui observait l'échange. Le médecin lui adressa l'ombre d'un sourire et un hochement de tête à peine perceptible. Ce n'était pas une acceptation, pas encore, mais un début. Ce soir-là, elle écrivit à son grand-père, prenant soin de ne pas inclure de détails confidentiels, mais partageant sa petite victoire. « La meute me considère toujours comme une étrangère, » écrit-elle, « mais aujourd'hui, un loup a reconnu mon hurlement. » Les semaines qui suivirent apportèrent des changements progressifs. Santiago commença à la consulter au sujet des positions de tireurs d'élite lors de la planification des missions. Torres s'asseyait parfois à ses côtés au repas, sa présence discrète protégeant l'isolement. Même certains membres de l'équipe les plus sceptiques commencèrent à reconnaître son expertise technique, voire sa place parmi eux. Seul Reynolds resta totalement impassible, ses critiques constantes, ses exigences envers elle incroyablement plus élevées que pour quiconque. Lors d'une séance d'entraînement particulièrement brutale, il la poussa jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus qu'à la force de sa volonté, ses muscles hurlant de protestation. Lorsqu'elle refusa d'abandonner bien après que d'autres eurent cédé, il finit par s'exclamer « Qu'essayez-vous de prouver, Rousseau ?» Essoufflée, trempée de sueur, elle soutint son regard provocateur. « Rien pour vous, monsieur, » répondit-elle. « Tout pour moi. » L'espace d'un instant, une sorte de compréhension s'établit entre eux. Deux âmes obstinées se reconnaissant mutuellement la même motivation. L'instant fut brisé lorsqu'il se détourna, mais Marianne l'avait vu. Derrière l'hostilité de Reynolds se cachait quelque chose avec lequel elle pouvait travailler. Le respect, même s'il était accordé à contre-cœur. L'appel arriva à 3 heures, tirant Marianne d'un sommeil agité. Son grand-père, victime d'un AVC, était maintenant allongé dans un lit d'hôpital en Normandie, incapable de parler. « Il te demande des yeux, » dit sa mère, la voix brisée par la communication internationale. « Les médecins disent. » Elle n'eut pas besoin de finir. Marianne savait ce que les médecins disaient des accidents vasculaires cérébraux massifs chez les hommes de 80 ans. À 2 semaines de son déploiement, elle se tenait dans le bureau de Reynolds à l'aube, une demande de congé d'urgence en main. Elle s'attendait à une résistance, voire à un refus. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était l'éclair de sincère sympathie dans son regard, avant que son expression ne se durcisse à nouveau. « 3 jours, dit-il en signant le formulaire sans discuter. « Votre grand-père a servi honorablement contre les nazis. Je respecte cela. » Alors qu'elle se retournait pour partir, il ajouta d'un ton bourru. « Dites-lui qu'un soldat américain vous salue. » La gorge de Marianne se serra sous une émotion inattendue. Elle hocha la tête sans un mot et partit. L'hôpital français sentait l'antiseptique et les déjections. Marcel Rousseau, autrefois vigoureux et fort, gisait maintenant, affaibli, sur des draps blancs, le côté droit de son visage flasque et inerte. Mais ses yeux gris loup dont Marianne avait hérité,
brillèrent de reconnaissance lorsqu'elle entra. Elle s'assit à côté de lui, prenant sa main valide entre les siennes. « Je te rends fier, grand-père, » murmura-t-elle en français. « Mon équipe est difficile, mais je fais mes preuves, comme tu me l'as appris. » Avec un effort considérable, il lui serra la main, le regard intense, rempli de choses qu'il ne pouvait plus dire. L'infirmière avait prévenu Marianne qu'il n'avait répondu à personne depuis son AVC, et pourtant, il peinait à communiquer. Elle se pencha plus près, tandis que sa main tremblante pointait la fenêtre, puis elle. « Dehors » devina-t-elle. « Tu veux que je regarde dehors ?» Il secoua la tête, frustré, puis fit semblant de tenir un fusil. Il comprit. « Ma mission, dit-elle doucement, vous vous inquiétez de mon déploiement. » Pendant des heures, Marianne resta assise avec lui, lui racontant son entraînement, omettant soigneusement la solitude et le rejet qu'elle avait subi. Lorsqu'elle mentionna le message de Reynolds, un sourire illumina brièvement la moitié du visage de son grand-père. Il fit un geste d'écriture, et Marianne trouva rapidement un stylo et du papier. Avec un effort minutieux, il griffonna 5 mots de la main gauche. Le loup chasse en silence. Leur vieux mantra des parties de chasse, il lui rappelait que la patience et la discrétion comptaient plus que la force ou la vitesse. Des larmes brouillèrent la vision de Marianne lorsqu'elle l'embrassa sur le front. « Je me souviens, grand-père, je me souviens toujours. » Cette nuit-là, elle dormit sur la chaise près de son lit, se réveillant à l'aube pour trouver sa main froide dans la sienne. Il s'était envolé dans la nuit, la sortie silencieuse d'un chasseur du monde. Le chagrin qui la submergea était primaire et accablant. Mais même dans son étreinte, elle se souvint du dernier message de son grand-père. Les loups pleuraient de leur mort, mais ils survivaient. La meute continuait. Elle rentra à la base un jour plus tôt, le visage calme, mais ses yeux d'une profondeur nouvelle. Reynolds la trouva au champ de tir, vidant chargeur après chargeur avec une précision mécanique. Il l'observa en silence jusqu'à ce qu'elle acquiesce à sa présence d'un hochement de tête. « Votre grand-père » demanda-t-il. « Parti » répondit-elle en rechargeant sans interrompre le rythme. Reynolds l'observa un long moment avant de s'approcher. « Mon père était un vétéran du Vietnam » dit-il de manière inattendue. « Il disait qu'on honore les morts en vivant bien, pas en se noyant dans le chagrin. » Les mains de Marianne s'immobilisèrent sur son arme. C'était la première fois que Reynolds lui confiait une information personnelle. La première fois qu'il lui parlait comme à une personne plutôt qu'à une obligation non désirée. « Mon grand-père disait quelque chose de similaire, » admit-elle. Il appelait ça « le devoir du survivant ». Reynolds hocha la tête, un moment de compréhension sincère s'écoulant entre eux. « Briefing à 7 heures demain. Ne soyez pas en retard, capitaine. » Alors qu'il s'éloignait, Marianne réalisa qu'il avait finalement utilisé son grade au lieu de son nom de famille. Une petite reconnaissance, mais venant de Reynolds, cela semblait monumental. L'équipe remarqua ce changement subtil. Lors des derniers préparatifs du déploiement, Marianne se retrouva peu à peu impliquée dans les plaisanteries, les repas partagés, les plaisanteries privées qui constituaient le fondement de la cohésion de l'unité. Santiago la consultait désormais ouvertement sur les tactiques de sniper, tandis que Torres était devenu une sorte d'ami. Même les critiques de Reynolds étaient passées du mépris à la construction, la poussant à l'excellence plutôt qu'à l'échec. La veille du déploiement, l'équipe se réunit pour son rituel traditionnel d'avant-mission. Chaque membre partageait sa raison de se battre, ce qui le poussait au-delà du devoir et des ordres. Lorsque le tour de Marianne arriva, tous les regards se tournèrent vers elle avec une attente curieuse. Elle repensa au lit d'hôpital de son grand-père, à ses derniers mots écrits, à l'héritage qu'il lui avait confié. « Je me bats pour la promesse faite à un Français en 1984, » dit-elle doucement. Lorsque les soldats américains ont libéré son village, il a juré que sa famille rembourserait sa dette un jour. Je tiens sa promesse. Un moment de silence suivit ces paroles, puis Reynolds leva sa tasse de café pour un toast solennel. « Promesse tenue, » dit-il, son regard croisant le sien avec un respect nouveau. L'équipe fit écho au toast et pour la première fois, Marianne sentit les barrières invisibles qui les séparaient de s'effondrer. L'Afghanistan les accueillit sous une chaleur accablante et des tourbillons de poussière qui s'infiltraient dans chaque recoin de leur équipement. Leur base opérationnelle avancée, un ensemble de structures ensablées et de véhicules blindés, se dressait dans une vallée entourée de montagnes imposantes qui semblaient observer leurs moindres mouvements avec une indifférence ancestrale. Marianne instaura rapidement sa routine.
se levant avant l'aube pour nettoyer son fusil, tandis que les premières lueurs coloraient les sommets d'or et de rose. Souvent, elle trouvait Reynolds déjà réveillé, étudiant des cartes ou des rapports de renseignement avec l'intensité d'un homme qui considérait chaque vie sous son commandement comme une responsabilité personnelle. Ils développèrent un rituel tacite, un signe de tête en guise de remerciement, parfois un bref échange sur les conditions météorologiques ou la visibilité, jamais personnel, mais désormais sans hostilité. Le reste de l'équipe remarqua cette détente prudente, et cela sembla accélérer l'acceptation de Marianne. Dès leur 3e semaine dans le pays, elle était pleinement intégrée aux opérations de l'unité, son adresse au tir exceptionnel se révélant précieuse lors des missions de reconnaissance. Leur première opération de combat survint de manière inattendue. Un commandant taliban de haut rang se cachait apparemment dans un village à 5 kilomètres de la base. Les renseignements étaient incomplets, le calendrier serré, mais l'opportunité était trop précieuse pour être ignorée. Pendant le briefing, Reynolds assigna les positions avec sa précision habituelle. « Rousseau, tu assureras la surveillance depuis cette crête », dit-il en désignant un affleurement rocheux offrant une vue dégagée sur le bâtiment cible. « Santiago et Torres dirigeront l'équipe d'entrée. Je coordonnerai depuis cette position avec Johnson et Diaz pour couvrir notre itinéraire d'exfiltration. » La vérité tacite flottait dans l'air. Marianne serait positionnée plus loin des renforts que quiconque, à l'endroit le plus exposé et le plus vulnérable. Leurs regards se croisèrent sur l'écran tactique, et elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'une punition, mais d'une reconnaissance. Il la plaçait là où ses compétences pouvaient le mieux protéger l'équipe. Un placement de confiance plutôt qu'un isolement. La mission débuta au crépuscule, l'équipe évoluant sur un terrain que Marianne avait mémorisé grâce aux images satellites, mais qui lui semblait étrange sous ses bottes. Du schiste meuble, qui annonçait leur présence à chaque pas, une végétation broussailleuse offrant une dissimulation minimale. Elle se sépara tôt du groupe principal, entreprenant l'ascension solitaire, jusqu'à sa position désignée alors que les dernières lueurs du jour disparaissaient. La crête était plus haute et plus exposée qu'elle ne l'avait prévu, le vent plus fort, transportant les sons de la vallée en contrebas par vagues imprévisibles. Grâce à sa lunette, elle suivait la progression de ses coéquipiers, leur signature thermique se détachant nettement sur le paysage rafraîchissant. La voix de Reynolds résonna dans son oreillette, laconique et professionnelle. « Sierra One, position au rapport. » Marianne ajusta minutieusement son fusil avant de répondre. « Sierra One en position, j'ai l'objectif et l'équipe sous les yeux. 20 variables, 7 à 10 nœuds, visibilité optimale. » Son acquiescement fut bref, mais elle perçut une note d'approbation impensable des mois plus tôt. L'extraction de la cible se déroula comme prévu jusqu'au moment ultime, lorsqu'un cri d'enfant alerta le village de leur présence. En quelques secondes, des coupes de feu éclatèrent de toutes parts. À travers sa lunette, Marianne vit avec horreur Santiago et Torres se retrouver coincés dans une ruelle étroite, incapables d'atteindre le point d'extraction où Reynolds attendait avec le véhicule. Sans hésitation, elle identifia la menace la plus proche. Un homme armé sur un toit, avec une ligne de tir dégagée sur ses coéquipiers. Sa respiration ralentit automatiquement, son doigt pressant la détente avec une précision experte. Le tir, lorsqu'il arriva, fut parfait. Une élimination nette qui permet à Santiago et Torres d'avancer de 20 mètres cruciaux. Tireur à terre, annonça-t-elle calmement, identifiant déjà sa prochaine cible. 2 autres, côté nord de la place du marché. La réponse de Reynolds fut immédiate. Prenez-les. 3 autres tirs, 3 autres menaces éliminées. Ses coéquipiers atteignirent le véhicule sain et sauf, la cible de grande valeur sécurisée. De retour à la base, le débriefing de la mission s'est déroulé dans une atmosphère différente de celle des opérations précédentes. Reynolds a analysé l'action avec sa minutie habituelle, mais lorsqu'il a abordé la contribution de Marianne, il s'est arrêté. L'adresse au tir du capitaine Rousseau a directement permis l'extraction de l'équipe, a-t-il déclaré en croisant son regard de l'autre côté de la table. 4 éliminations confirmées dans des conditions de vent difficiles. C'est un travail exceptionnel. Le compliment, le premier qu'il lui adressait publiquement, et provoqué une vague de surprise dans la salle. Plus tard, alors qu'elle nettoyait son fusil dans le calme du soir, Santiago s'est approché. « Vous nous avez sauvé la mise », a-t-il dit simplement, assis à côté d'elle. Reynolds ne fait pas facilement l'éloge des autres. Vous le savez, n'est-ce pas? Marianne hocha la tête, poursuivant son entretien méthodique.
Mon grand-père disait que le loup gagne le respect en montrant ses dents, pas en exigeant la reconnaissance. Santiago rit, un rire sincère qui semblait déplacé dans le paysage déchiré par la guerre qui les entourait. Votre grand-père a l'air d'être mon genre. Alors qu'il s'éloignait, Marianne sentit quelque chose changer en elle, un sentiment d'appartenance qui lui avait échappé depuis son arrivée dans l'équipe. Cette nuit-là, elle dormit profondément pour la première fois depuis son arrivée en Afghanistan, la photo de son grand-père glissée sous son oreiller comme un talisman. La mission qui allait tout changer arriva 3 mois après le début du déploiement. Les renseignements indiquaient une réunion de haut niveau des chefs insurgés dans un camp près de la frontière pakistanaise. Une occasion rare d'éliminer simultanément plusieurs cibles clés. La planification était méticuleuse, Reynolds vérifiant personnellement chaque détail avant d'approuver l'opération. Celle-ci est différente, dit-il à l'équipe lors du briefing final. Haut risque, haut rendement. Si nous réussissons, nous pourrions sauver des centaines de vies à terme. Si nous échouons. Il laissa sa phrase inachevée, mais tout le monde comprenait l'enjeu. Marianne étudia les cartes du terrain avec une inquiétude croissante. Le camp était niché dans une vallée entourée de crêtes qui offrait des positions de tireurs d'élite idéales, non seulement pour elle, mais aussi pour les forces ennemies. Lorsqu'elle exprima cette inquiétude, Reynolds hocha la tête d'un air sombre. « C'est pourquoi je divise nos tireurs d'élite. Rousseau, tu prendras la crête nord. Johnson, tu assureras la couverture depuis l'est. Chacun de vous sera chargé d'éliminer les tireurs adverses avant qu'ils ne ciblent notre équipe d'entrée. » La veille de l'opération, Marianne s'endormit. Assise devant ses quartiers, elle observait les étoiles émerger dans le vaste ciel afghan, tout en vérifiant méthodiquement son équipement pour la 3e fois. Des pas se rapprochèrent, et elle leva les yeux pour découvrir Reynolds, le visage plongé dans la pénombre. « Accompagnez-moi, capitaine », dit-il d'un ton qui laissait entendre qu'il ne s'agissait pas d'une demande. Ils avancèrent en silence jusqu'à la clôture du périmètre, les montagnes se découpant à l'horizon. « Je ne vous ai jamais dit pourquoi j'ai refusé votre affectation dans cette équipe, » dit-il enfin à voix basse. Marianne resta silencieuse, attendant. « Il y a 3 ans, j'ai perdu ma meilleure amie parce que quelqu'un a hésité au moment le plus crucial, une agente de renseignement qui n'a pas su appuyer sur la gâchette quand il le fallait. » Il marqua une pause, les mains agrippées à la clôture. « J'ai accusé son sexe plutôt que sa formation, son caractère. C'était plus facile comme ça. » Marianne assimila ses paroles, la compréhension l'envahissant comme l'air frais de la nuit. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Reynolds se tourna vers elle, l'air solennel sous la lumière des étoiles. « Maintenant, je comprends mieux. Tu as fait tes preuves une 12aine de fois. La mission de demain est la plus dangereuse que nous ayons jamais eue. J'ai besoin de savoir que tu comprends ce que je te demande. » Marianne soutint son regard avec assurance. « Tu me demandes de réussir des tirs impossibles si nécessaire, de protéger l'équipe à tout prix. » Il hocha la tête une fois, sèchement. « Les renseignements sur ce complexe ont coûté cher. Nous avons perdu un atout. Quelqu'un que je connaissais depuis des années. Ce n'est pas une mission de plus pour moi. » Cet aveu personnel la surprit. Reynolds n'avait jamais révélé une telle vulnérabilité auparavant. « Je n'hésiterai pas, promit-elle, ni demain, ni jamais. » Une sorte de soulagement traversa son visage avant que son masque professionnel ne reprenne. « Départ à 4h00, repose-toi, Rousseau. » Alors qu'il s'éloignait, Marianne réalisa qu'il avait finalement partagé son fardeau avec elle, une confiance plus significative que n'importe quelle félicitation. L'opération débuta dans l'obscurité précédant l'aube, l'équipe évoluant silencieusement sur un terrain qui semblait trahir les assaillants. Des pierres instables susceptibles de déclencher de petites avalanches, une végétation sèche qui craquait sous ses pieds. Marianne se sépara tôt du groupe principal, escaladant solitairement sa position, tandis que le ciel à l'est laissait à peine entrevoir le jour à venir. La crête était plus haute et plus exposée qu'elle ne l'avait prévu, exigeant autant de compétences techniques en escalade que de discrétion. Lorsqu'elle atteignit sa position, les premières lueurs éclairaient les sommets environnants, mais la vallée restait plongée dans l'ombre. Grâce à sa lunette, elle établit une confirmation visuelle du complexe ciblé, notant des détails absents de leur briefing de renseignement. Des gardes supplémentaires, une nouvelle antenne suggérant la présence d'équipements de communication. Sa radio crépita, la voix de Johnson confirmant qu'il avait atteint sa position sur la crête opposée. Reynolds salua les 2 tireurs d'élite avant de donner le feu vert à l'équipe d'entrée. De sa position surélevée,
Marianne observait l'approche de ses coéquipiers vers le camp avec une inquiétude croissante. Quelque chose clochait. Les dispositifs de garde étaient trop parfaits, le camp trop calme pour un lieu censé accueillir un rassemblement majeur. Lorsqu'elle aperçut un subtil éclat métallique provenant de l'entrée d'une grotte, à mi-hauteur de la crête, sur sa droite, son sang se glaça. « Sierra One Ariel » murmura-t-elle d'un ton pressant dans sa radio. « Possible tireur d'élite ennemi, crête ouest, entrée de la grotte à 2 heures. » La réponse de Reynolds fut immédiate, confirmée et éliminée. À travers sa lunette, Marianne capta un mouvement fugitif, un canon de fusil émergeant de l'ombre. Sans hésiter, elle tira, le claquement sec de son tir résonnant dans la vallée. Un corps dégringola de l'entrée de la grotte, confirmant ses soupçons. Mais au lieu de la calmer, l'élimination ne fit qu'accentuer son sentiment d'erreur. « Real, je pense que c'est un… » Avant qu'elle puisse terminer, des coups de feu éclatèrent de plusieurs positions autour du camp. Ce n'était pas la résistance sporadique à laquelle il s'attendait, mais un feu nourri et coordonné provenant de positions bien préparées. À travers sa lunette, elle observait avec horreur son équipe se disperser pour se mettre à couvert, immédiatement coincée par les tirs croisés. La voix de Reynolds résonnait dans son oreillette, tendue mais maîtrisée. « Sierra 1, Sierra 2. Il faut détruire ces positions de tir immédiatement. » Le champ de vision de Marianne se rétrécit lorsqu'elle identifia la menace la plus immédiate. Un nid de mitrailleuses dissimulé derrière des sacs de sable à l'angle et du complexe. Son premier tir atteignit le tireur avec une précision mortelle, mais un autre combattant prit aussitôt sa place. « Plusieurs ennemis, lourdement armés », annonça-t-elle, ajustant déjà sa visée. C'était un piège. Dans son oreillette, elle entendit Reynolds ordonner à l'équipe de se replier sur des positions défendables, d'une voix tendue et maîtrisée. Elle tira de nouveau, éliminant un deuxième tireur, mais la situation se détériorait rapidement. La voix de Johnson grésilla dans la radio. Tirs multiples. Sa transmission fut brusquement coupée. À travers son viseur, Marianne vit avec horreur la position de Johnson sur la crête est s'embraser sous la poussière et les débris, touché par un RPG. Aucun mouvement ne suivit l'explosion. Sa gorge se serra, mais l'entraînement prit le pas sur l'émotion, tandis qu'elle continuait à identifier et à éliminer les menaces. La radio se remplit de rapports de plus en plus désespérés. Torres soignait des blessés sous le feu ennemi. Santiago et Diaz étaient presque à court de munitions. Et puis, la pire nouvelle, Reynolds lui-même fut touché, une balle lui transperçant la poitrine. Alors qu'il protégeait ses hommes, Marianne le regarda s'effondrer derrière un muret de pierre, Torres rampant pour l'atteindre malgré les balles qui soulevaient la terre autour d'eux. « L'évacuation est dans 20 minutes, dit la transmission de la base, si vous pouvez atteindre le point d'extraction. » 20 minutes leur manquaient. À travers sa lunette, Marianne compta les ennemis restants, au moins 12, tous en position bien fortifiée autour de son équipe. La situation tactique était claire et dévastatrice. Sans intervention immédiate, aucun d'entre eux ne survivrait assez longtemps pour être évacué. Elle prit sa décision en un clin d'œil, non sur ordre, mais par nécessité. « Sierra One se repositionne », transmet-elle, déjà en mouvement. Personne ne répondait, l'équipe, elle aussi, se battait désespérément pour la reconnaître. Marianne abandonna sa position sécurisée, glissant et escaladant une section dangereuse de la crête, pour atteindre un étroit affleurement offrant une vue imprenable sur toutes les positions ennemies. Le mouvement était judicieux d'un point de vue tactique, mais la laissait dangereusement exposée. Si même un ennemi repérait sa nouvelle position, elle n'aurait aucune couverture, aucune issue. La tenue de camouflage qui la dissimulait au sommet de la crête serait inefficace face à la roche nue de sa nouvelle position. Mais les avantages l'emportaient sur les risques. D'ici, elle pouvait voir et attaquer toutes les menaces visant son équipe. Les paroles de son grand-père résonnaient dans sa mémoire. Parfois, le loup doit se tenir à découvert pour éloigner les prédateurs des blessés. S'installant en position, Marianne prit une profonde inspiration, se recentrant comme elle l'avait fait des milliards de fois sur les champs de tir et en forêt. Le monde autour d'elle ralentit tandis qu'elle atteignait cet état de concentration parfaite que son grand-père lui avait appris à trouver, où respiration, battement de cœur et pression sur la détente ne faisaient qu'un. Son premier tir abattit un insurgé armé d'une mitrailleuse lourde à l'angle nord du camp.
Le second abattit un combattant qui s'avançait pour encercler Torres, qui s'efforçait désespérément de stabiliser Reynolds. Les troisième et quatrième tirs se succédèrent rapidement, touchant deux hommes qui tentaient de lancer un autre RPG. Elle travailla méthodiquement, priorisant les menaces les plus immédiates pour son équipe, chaque tir étant suivi de l'acquisition immédiate de la cible suivante. Le rythme devint presque musical. Respirer, viser, serrer, se déplacer, répéter. Pas de gestes inutiles, pas d'hésitation, pas de pensée au-delà de la prochaine élimination nécessaire. Les combattants ennemis, se rendant compte qu'ils étaient décimés par un seul tireur, commencèrent à scruter désespérément les crêtes. Marianne savait que sa position serait bientôt compromise, mais elle continua de tirer avec une précision mécanique. Son 8e tir toucha un combattant qui avait Santiago dans son viseur. Le 9e élimina un ennemi qui tentait de contourner la position de Diaz. À travers sa lunette, elle vit Reynolds l'observer à l'œuvre, le visage pâle sous l'effet de la perte de sang, mais les yeux rivés sur chacun de ses tirs. Lorsqu'une balle frappa le rocher à quelques centimètres de sa tête, projetant des fragments de pierre lui lacérant la joue, elle ne broncha pas. Elle changea simplement légèrement de position et poursuivit son œuvre meurtrière. 10, 11, 12 confirmations en moins de 5 minutes, chaque tir modifiant l'équation tactique, gagnant de précieuses secondes pour son équipe. Alors que le dernier ennemi s'abattait, un silence inquiétant s'abattit sur la vallée, seulement troublé par le bruit lointain des hélicoptères qui approchaient. Marianne s'autorisa enfin à expirer profondément, goûtant le sang là où elle s'était mordu la lèvre de concentration. Dans son oreillette, la voix de Santiago, emplie d'admiration, lui parvint. Quelqu'un a-t-il compté le nombre de tangos que Rousseau vient de lâcher? Puis, contre toute attente, la réponse douloureuse mais claire de Reynolds. 12, elle en a éliminé 12 en moins de 5 minutes. C'est pour ça qu'elle est dans cette équipe. L'extraction fut un tourbillon de poussière, de bruit et de sang. Marianne ne quitta son poste qu'après avoir confirmé que les hélicoptères qui approchaient étaient amicaux, son corps se déplaçant en pilotage automatique, l'épuisement et la montée d'adrénaline luttant pour sa domination. L'équipe d'évacuation médicale s'activa frénétiquement sur Reynolds, dont le visage gris et la respiration laborieuse témoignaient de la gravité de sa blessure. Alors qu'il le chargeait dans l'hélicoptère, sa main se tendit avec une force surprenante, saisissant le poignet de Marianne. « Vous n'avez pas hésité », dit-il d'une voix à peine audible par-dessus le sifflement du rotor. Ces mots étaient plus significatifs que n'importe quelle félicitation, une reconnaissance de ses préjugés antérieurs, la reconnaissance de la façon dont elle lui avait prouvé qu'il avait tort. Marianne lui serra brièvement la main avant que les médecins ne l'éloignent. « Ne fais jamais ça », répondit-elle en les regardant l'arrimer pour le transport. Ce n'est qu'au moment où l'hélicoptère a décollé qu'elle s'est autorisée à ressentir la piqûre des coupures sur son visage, le tremblement de ses membres dû à une concentration soutenue au combat, le poids écrasant de la mort de Johnson. Le débriefing à la base fut sombre, la perte de Johnson et la blessure grave de Reynolds jetant une ombre sur ce qui aurait autrement été célébré comme un succès opérationnel malgré l'embuscade. L'officier de renseignement chargé de l'examen observa Marianne avec une stupéfaction à peine dissimulée, tandis qu'elle racontait ses actions sur le même ton précis et impassible qu'elle employait pour tous ses rapports de mission. 12 éliminations confirmées en moins de 5 minutes, depuis une position exposée, sous des tirs de riposte, répéta-t-il en levant les yeux de ses notes. C'est ce qu'il fallait faire, conclut simplement Marianne. Après le débriefing, Torres la trouva assise seule, nettoyant son fusil avec une précision mécanique malgré son épuisement évident. Sans un mot, il lui tendit une trousse médicale pour les coupures qu'elle avait au visage, puis s'assit à côté d'elle. « Reynolds va s'en sortir », dit-il après un long silence. Les médecins disent que la balle a manqué son cœur de quelques centimètres. Marianne hocha la tête, sentant une tension qu'elle n'avait pas perçue commencer à se dissiper. « Bien », répondit-elle, poursuivant son entretien méthodique. De toute façon, il est trop têtu pour mourir. Cette nuit-là, malgré l'épuisement physique, le sommeil la fuyait. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait la position de Johnson se transformer en poussière et en débris, entendait l'interruption brutale de sa transmission. Ils avaient récupéré son corps lors de l'extraction, ce qu'il en restait, et maintenant,
Elle ne cessait de se demander si elle aurait pu le sauver d'une manière ou d'une autre. Si elle avait repéré l'équipe RPG plus tôt, si elle avait initialement changé de position, si elle avait été plus rapide. Santiago la trouva au mur commémoratif à 3 heures, fixant l'espace où le nom de Johnson serait bientôt ajouté. « Ce n'est pas ta faute, dit-il doucement, debout à côté d'elle. Johnson connaissait des risques. Nous les connaissons tous. » Marianne ne répondit pas immédiatement, les yeux rivés sur les noms déjà inscrits sur le mur. « Mon grand-père a perdu toute sa cellule de résistance en 1943, finit-elle par dire. Il était le seul survivant, car il était en mission de reconnaissance solo lorsque la Gestapo est arrivée. Il m'a dit un jour que survivre quand les autres échouent est le plus lourd fardeau qu'un soldat puisse porter. » La main de Santiago se posa brièvement sur son épaule. C'était la première fois qu'un membre de l'équipe Army Torres lui offrait un tel geste de réconfort. « Alors, on porte le coup ensemble, dit-il simplement. C'est comme ça que font les équipes. » Les jours suivants, l'état de Reynolds était stabilisé, mais il était transféré en Allemagne pour des soins intensifs. Le commandement nomma Santiago chef d'équipe par intérim et Marianne officiellement commandante en second, un poste impensable quelques mois plus tôt. La dynamique de l'équipe se modifia subtilement sans la présence de Reynolds, mais les fondations qu'il avait bâties restèrent solides. Lors de leur première séance de planification d'une nouvelle opération, Santiago se tourna sans hésitation vers Marianne pour obtenir des conseils sur le positionnement des tireurs d'élite. « Qu'en pensez-vous, XO ?» demanda-t-il, utilisant sa nouvelle désignation avec un léger sourire. Les autres membres de l'équipe attendirent son évaluation avec un respect attentif. Les mêmes hommes qui avaient autrefois parié sur sa rapidité à disparaître se tournaient désormais vers elle pour des conseils tactiques. Marianne désigna une crête sur la carte, expliquant son raisonnement avec la confiance tranquille qu'elle avait toujours eue, mais que d'autres commençaient seulement à reconnaître. À la fin de la séance de planification, Torres lui tendit un petit paquet arrivé avec le dernier courrier. À l'intérieur se trouvait la vieille boussole de son grand-père, envoyée par sa mère avec un mot. « Il aurait voulu que tu l'aies maintenant. » Le boîtier en laiton était usé par des décennies d'utilisation, mais l'aiguille le pointait toujours droit. Comme elle avait trouvé sa bonne orientation malgré les difficultés. 6 semaines après l'embuscade, Reynolds retourna à la base. Il se déplaçait avec plus de prudence, sa démarche habituellement autoritaire étant tempérée par la cicatrisation de sa blessure à la poitrine. Mais son regard était toujours aussi perçant lorsqu'il observait son équipe pendant le briefing de bienvenue. Marianne se tenait au repos aux côtés de Santiago, consciente que le regard de Reynolds s'attardait sur elle plus que sur les autres. Une fois les formalités terminées, il lui demanda de rester tout en congédiant le reste de l'équipe. Lorsqu'ils furent seuls, Reynolds s'assit prudemment sur sa chaise, lui faisant signe de s'asseoir en face de lui. « J'ai lu tous les rapports de mission de mon absence, » dit-il en tapotant un dossier sur son bureau. « Santiago ne tarit pas d'éloges sur votre performance en tant que commandante en second. » Marianne conserva son attitude professionnelle malgré ses éloges inattendus. « Le lieutenant Santiago est un excellent chef d'équipe. La transition s'est faite en douceur. » Reynolds l'observa un long moment avant de poursuivre. « Ce n'est pas de cela que je voulais discuter avec vous, capitaine. » Il ouvrit un autre dossier et en sortit un document officiel qu'il glissa vers elle sur le bureau. C'est une récompense pour un courage extraordinaire lors de l'embuscade. 12 éliminations confirmées depuis une position exposée, sauvant la vie de toute votre équipe au péril de la vôtre. C'est plus que du courage. C'est la définition même du dépassement. Marianne fixa le document, mal à l'aise face à cette reconnaissance pour ce qu'elle considérait comme un simple devoir. Reynolds sembla lire son hésitation. « Je te dois des excuses, Rousseau, dit-il d'une voix plus basse. Quand tu as rejoint cette équipe, je n'ai vu que ce que je m'attendais à voir. Un handicap, pas un atout. J'avais tort. » Cet aveu lui coûta visiblement des efforts, mais son regard resta fixe. Mes préjugés ont failli coûter à cette équipe son meilleur tireur d'élite. Marianne assimila ces paroles, comprenant l'importance d'une telle reconnaissance de la part d'un homme comme Reynolds. « Merci, monsieur, » répondit-elle simplement. « Mais je n'ai jamais eu besoin que vous croyiez en moi. J'avais juste besoin que vous me laissiez faire mon travail. » Un bref sourire éclaira le visage de Reynolds, peut-être le premier sourire sincère qu'elle ait jamais vu de lui. « Et c'est précisément pour cela que tu as ta place dans cette équipe, » dit-il en se levant de sa chaise d'un geste prudent. « Nous sommes à nouveau déployés dans 3 jours. Je te veux comme commandant en second pour cette opération.
En quittant son bureau, Marianne ressentit un sentiment d'accomplissement, non pas parce qu'elle avait finalement gagné l'approbation de Reynolds, mais parce qu'elle était restée fidèle à elle-même tout au long du voyage pour la gagner. La nouvelle mission était potentiellement encore plus dangereuse que l'embuscade. L'extraction nocturne d'un élément de renseignement de grande valeur d'un complexe hautement gardé. Lors de la planification, Reynolds s'en est remis sans hésitation à Marianne pour le positionnement des snipers, lui demandant son avis avant de finaliser l'approche tactique. L'équipe a immédiatement remarqué ce changement, les derniers doutes quant à sa position dans la hiérarchie de l'unité se dissipant face à la confiance manifeste de leur commandant. La veille du déploiement, Torres l'a trouvé en train de vérifier son équipement avec sa minutie habituelle. « Quel changement depuis votre arrivée ?» a-t-il observé, assis à côté d'elle. Reynolds vous consulte comme ça devant tout le monde. Marianne a poursuivi son inspection méthodique en répondant « C'est la mission qui compte, pas à qui revient le mérite de la planification. » Torres a ri doucement. C'est une réponse de Rousseau, toujours à propos de la mission, jamais de soi. Il a hésité avant d'ajouter plus sérieusement « Tu sais que l'équipe te suivrait maintenant, n'est-ce pas? Pas seulement parce que Reynolds le dit, mais parce que tu l'as mérité. » Les mains de Marianne s'immobilisèrent un instant sur son fusil. Son grand-père lui avait dit un jour que le respect donné gratuitement valait plus que n'importe quel grade ou titre. En regardant Torres, elle réalisa qu'elle avait accompli quelque chose de bien plus précieux qu'une reconnaissance officielle. Elle était devenue quelqu'un que ses coéquipiers pouvaient confier à leur vie. La mission elle-même se déroula avec une précision exemplaire. La position de surveillance de Marianne assurant une couverture parfaite pendant que l'équipe extrayait l'élément sans faire de victime. Pendant l'exfiltration, la voix de Reynolds résonna dans son oreillette. « Sierra One, bon travail ce soir. » Ce simple remerciement témoignait du chemin parcouru. Le respect professionnel remplaça la suspicion qui avait autrefois teinté chacune de leurs interactions. De retour à la base, tandis que l'équipe célébrait une nouvelle opération réussie, Santiago leva sa bouteille d'eau en direction de Marianne. « À notre ange gardien, » dit-il d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde l'entende, « qui voit tout et ne rate jamais rien. » L'équipe fit écho au toast sans hésitation, y compris Reynolds, qui croisa son regard de l'autre côté de la pièce avec un hochement de tête en signe d'approbation. Plus tard, seule dans ses quartiers, Marianne écrivit à sa mère, trouvant des mots pour décrire ce qu'elle avait accompli, d'une manière que ses rapports officiels n'auraient jamais pu trouver. « Je pense que grand-père serait fier », écrivit-elle. « Non pas parce que j'ai fait mes preuves, mais parce que je n'ai jamais cessé d'être le loup qu'il m'a appris à être. Patient, vigilant, loyal envers la meute, même quand elle ne l'était pas envers moi. » En scellant la lettre, elle ressentit la présence de son grand-père plus intensément que depuis sa mort. Non pas comme un chagrin, mais comme un héritage qu'elle perpétuait à chaque tir, chaque mission, chaque vie protégée. 3 mois plus tard, la réputation de l'équipe était devenue quasi légendaire au sein des forces d'opération spéciales en Afghanistan. Leur taux de réussite lors des missions à haut risque était inégalé, en grande partie grâce aux compétences exceptionnelles de Marianne, tant comme tireuse d'élite que comme planificatrice stratégique. Reynolds s'était complètement remis de sa blessure, son style de commandement ayant été subtilement modifié par l'expérience. Toujours exigeant envers l'excellence, il était désormais plus enclin à prendre en compte les avis de tous les membres de l'équipe, et en particulier de Marianne. Leur relation avait évolué vers un respect mutuel, l'antagonisme initial s'étant transformé en un partenariat professionnel qui maximisait leurs atouts respectifs. Lors d'un briefing de mission particulièrement complexe, Reynolds s'en est entièrement remis à l'évaluation de Marianne concernant le positionnement optimal d'un tireur d'élite, déclarant simplement à l'officier du renseignement qui l'interrogeait « Le capitaine Rousseau a la meilleure vue que quiconque dans 3 bataillons. Si elle dit que la position est bonne, elle est bonne. » Cette validation si naturelle témoignait de son intégration complète à l'ADN opérationnel de l'équipe. La mission qui allait les mettre tous à rude épreuve est arrivée sans prévenir. L'extraction d'urgence d'un agent secret compromis, détenant des renseignements cruciaux sur des attaques planifiées sur le sol américain. L'agent était retenu dans une forteresse de montagne, jusque-là considérée comme trop fortement défendue pour être approchée, accessible uniquement par un étroit passage facilement surveillé par les forces ennemies. « C'est plus que risqué », a déclaré Reynolds à l'équipe lors du briefing précipité.
Le commandement a autorisé la mission uniquement parce que les renseignements sont potentiellement essentiels à la sécurité intérieure. La participation est volontaire. Personne n'a bougé. Personne n'a même envisagé de reculer. Marianne a étudié les images satellites de la forteresse, identifiant d'éventuelles voies d'infiltration et des positions de snipers avec une efficacité éprouvée. La crête nord-ouest offre la meilleure position de surveillance, a-t-elle noté, mais elle est exposée et difficile d'accès. Si je suis repéré pendant l'approche, toute la mission est compromise. Reynolds a réfléchi à son évaluation, puis a hoché la tête d'un air sombre. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas être repéré. Pouvez-vous effectuer l'approche sans être détecté? La question n'était pas un défi, mais une véritable considération tactique. Marianne traça la crête du doigt, calculant les angles et le timing. Oui, répondit-elle simplement. Mais l'extraction sera le problème. Dès que je commencerai à fournir des tirs de couverture, ma position sera connue. Le plan qu'ils avaient élaboré était audacieux, voire téméraire. Marianne s'infiltrerait 12 heures avant l'équipe principale et effectuerait la périlleuse ascension jusqu'à la crête nord-ouest à la faveur de l'obscurité. Elle resterait en position parfaitement immobile et silencieuse jusqu'à l'approche de l'équipe au crépuscule. Ce n'est que lorsqu'il serait détecté, inévitable compte tenu des défenses de la forteresse, qu'elle révélerait sa position en effectuant un tir de précision pour dégager leur voie d'extraction. Cela signifie 12 heures sur cette crête sans mouvement, sans communication, souligna Reynolds, visiblement inquiet. Et une fois que vous commencerez à tirer, tous les ennemis de la zone tenteront de vous localiser. Marianne soutint son regard avec assurance. J'ai maintenu ma position plus longtemps pendant l'entraînement. La crête offre une dissimulation suffisante si je suis bien préparé. Ce qu'elle omettait, c'est que rester immobile pendant 12 heures dans des températures montagneuses fluctuantes pousserait l'endurance humaine à ses limites. Crampes musculaires, circulation sanguine compromise, concentration vacillante. Mais ses préoccupations étaient sans rapport avec les paramètres de la mission. Reynolds observa son visage un long moment avant d'acquiescer. « On part dans 30 minutes. Préparez-vous. » L'ascension de la crête nord-ouest fut aussi difficile que prévu, exigeant autant de technicité que de discrétion. Marianne se déplaçait tel un fantôme dans l'obscurité, testant soigneusement chaque prise et chaque pas avant d'engager son poids. Lorsqu'elle atteignit sa position désignée, le ciel à l'est commençait à s'éclaircir. Agissant rapidement mais méthodiquement, elle ajusta sa tenue de camouflage pour se fondre dans le terrain rocailleux, positionna son fusil pour une couverture optimale de l'approche de la forteresse et s'installa dans le silence qui allait l'accompagner pendant les 12 heures suivantes. Tandis que la pleine lumière révélait le paysage en contrebas, elle prit de lentes inspirations mesurées, économisant son énergie tout en restant parfaitement consciente de son environnement. Les heures passèrent dans un étrange limbe d'observation aiguë et d'inconfort physique. Le soleil tapait sur sa position, puis se déplaçait vers l'ouest, apportant des ombres rafraîchissantes qui déclenchaient des tremblements musculaires qu'elle contrôlait par sa seule volonté. De petites pierres s'enfonçaient dans sa chair, mais elle ne changea pas de position. Un scorpion rampa sur sa botte, mais elle resta immobile. Son grand-père lui avait appris cette discipline dans les forêts de Normandie. Devenir si immobile que les sœurs broutent à portée de main, inconscients du prédateur humain parmi eux. À l'approche du crépuscule, Marianne observa les patrouilles ennemies à travers sa lunette, mémorisant leurs mouvements et leur timing. Lorsque sa radio crépita de la voix de Reynolds, équipe d'infiltration en approche de la cible, elle était prête, son corps s'oubliant dans la concentration de la mission. À travers sa lunette, elle suivit l'approche de son équipe vers la forteresse, notant le moment où les gardes du périmètre détectèrent leur présence. Les premiers coups de feu retentirent en contrebas, et Marianne expira lentement en appuyant sur la détente. Son premier tir abattit d'un garde posté à une mitrailleuse qui aurait pu décimer son équipe. Le second abattit un observateur sur le mur de la forteresse qui dirigeait les tirs défensifs. À chaque tir, elle savait qu'elle attirait l'attention sur sa position, mais les paramètres de la mission acceptaient ce risque comme nécessaire. Dans son oreillette, elle entendit Reynolds coordonner les mouvements de l'équipe dans la forteresse,
leur progression étant facilitée par son tir de précision éliminant les positions défensives clés. Le temps se comprima en une série de décisions tactiques. Acquisition de cibles, respiration contrôlée, pression sur la détente, confirmation, prochaine cible. 20 minutes après le début de l'opération, la voix de Reynolds résonna avec une urgence maîtrisée. Sierra One, nous avons le colis, mais une forte résistance à la sortie est. Il faut un tir de suppression sur les tours de garde. Marianne changea légèrement de position pour identifier des nouvelles cibles. Elle élimina 3 gardes coup sur coup, créant ainsi la fenêtre nécessaire à son équipe pour déplacer l'agent secouru vers le point d'extraction. Mais cet ajustement l'avait légèrement exposé et une rafale de tir automatique projeta des fragments de roche à quelques centimètres de sa position. Elle ressentit une vive piqûre lorsqu'un fragment lui transperça l'avant-bras, mais garda sa concentration, continuant à fournir un tir de couverture tandis que son équipe se dirigeait vers un lieu sûr. La radio crépitait, les parasites s'intensifiant, les montagnes perturbant la transmission, mais elle comprit clairement l'ordre suivant de Reynolds. Sierra One, commencez votre extraction maintenant. Rendez-vous au point Bravo. Marianne tira un dernier coup, éliminant un combattant qui avait Santiago dans sa ligne de mire, avant d'entamer sa propre retraite. La crête, si difficile à gravir, se révéla périlleuse à redescendre, surtout sous les tirs ennemis désormais braqués sur elle. Une balle lui effleura la cuisse, la douleur brûlante la déséquilibrant momentanément sur le terrain escarpé. Elle se reprit et continua sa descente avec une détermination sans faille, la voix de son grand-père semblant l'accompagner. Le loup recule quand c'est nécessaire, mais ne panique jamais. Le point d'extraction se trouvait dans un étroit ravin à 2 kilomètres de la forteresse, défendable mais difficile à atteindre sous le feu ennemi. Marianne évoluait dans l'obscurité avec la grâce fluide de quelqu'un entraîné précisément pour de telles conditions, utilisant les caractéristiques du terrain pour percer la ligne de mire ennemie, tout en maintenant son cap vers le point de rendez-vous. Du sang maculait son pantalon à l'endroit où la balle avait effleuré sa cuisse, mais la blessure était superficielle, douloureuse mais pas invalidante. Grâce à son oreillette, elle capta des bribes de communication de l'équipe, suffisamment pour savoir qu'ils avaient atteint le point d'extraction avec l'agent secouru. La voix de Reynolds coupa le bruit parasite. Sierra One, positionne au rapport. Elle s'arrêta derrière un rocher, vérifiant son orientation avant de répondre. 800 mètres au sud-est du point de rendez-vous. En mouvement sous le feu ennemi. Son approbation fut immédiate. Compris. Nous tiendrons la position jusqu'à votre arrivée. Cette simple déclaration était implicite. Il ne partirait pas sans elle, quel que soit le risque. C'était la promesse la plus fondamentale de l'équipe. Personne n'est laissé derrière. Elle était à moins de 300 mètres du point d'extraction lorsque la catastrophe se produisit. Le sifflement caractéristique d'un lance-roquette fendit la nuit, suivi d'une explosion qui illumina le ravin devant elle. Grâce à sa vision nocturne, Marianne vit la position de son équipe se transformer en poussière et en débris. La radio explosa de transmission urgente. Torres appelant à l'aide pour de multiples blessés, Santiago coordonnant les positions défensives, la voix de Reynolds s'élevant au-dessus du chaos avec des ordres clairs malgré une douleur évidente. La situation était claire. L'équipe était clouée au sol, blessée, et à court d'options. Marianne évalua sa position, le terrain, les chasseurs ennemis en approche visible à travers sa lunette. L'équation tactique était simple mais dévastatrice. Si elle continuait directement vers le point d'extraction, elle arriverait trop tard pour changer l'issue. Mais une crête sur sa gauche offrait une position dominante sur l'approche ennemie de son équipe. Sans hésitation, elle changea de direction, ignorant la douleur brûlante dans sa cuisse tandis qu'elle grimpait rapidement vers le point d'observation. Arrivée sur la crête, Marianne déploya son fusil avec une efficacité éprouvée, identifiant immédiatement des cibles à sa lunette. Les combattants ennemis avançaient avec assurance vers la position de son équipe, ignorant sa présence sur leur flanc. Son premier tir abattit leur chef, créant une confusion momentanée. Le second élimina le combattant transportant leur dernier RPG, la menace la plus immédiate pour son équipe. Dans son oreillette, elle entendit la voix surprise de Reynolds. « Sierra One, nous avons un tir de soutien inattendu. C'est vous? » Marianne continua de tirer méthodiquement, créant un couloir de protection par lequel son équipe pourrait potentiellement se replier. Affirmatif.
répondit-elle entre deux respirations. Je compte 15 ennemis restants. Je peux freiner leur progression si vous pouvez déplacer les blessés vers le sud, en direction du point d'extraction secondaire. Il y eut un bref silence avant que Reynolds ne réponde, la voix tendue par ce qui pouvait être de la douleur ou de l'émotion. Compris. On commence à bouger. Pouvez-vous vous désengager et suivre? Marianne observait à travers sa lunette Torres et Santiago commencer à déplacer les blessés, dont Reynolds et l'agent secouru. Négatif, répondit-elle honnêtement. La position ennemie empêche le désengagement. Je couvrirai votre repli. Les implications de sa réponse planèrent dans le silence radio qui suivit. Ils comprirent tous deux ce qu'elle disait. Elle resterait en position, attirant les tirs ennemis pour protéger leur retraite, sachant qu'elle ne pourrait probablement pas se dégager ensuite. C'était le sacrifice ultime d'un sniper, un geste que Marianne accomplit non pas avec résignation, mais avec une clarté d'esprit absolue. La voix de Reynolds, lorsqu'elle se fit entendre, était rauque, avec une émotion qu'il affichait rarement. « Marianne, ce n'est pas acceptable. On ne quitte pas les nôtres. » L'utilisation de son prénom, peut-être la première fois qu'il l'utilisait, soulignait la gravité du moment. Marianne continua de tirer, éliminant un autre combattant qui avait manœuvré trop près de la route de repli de son équipe. « La priorité de la mission, c'est le colis, » répondit-elle en faisant référence à l'agent de renseignement. « Le faire sortir, c'est l'objectif. » À travers sa lunette, elle vit Reynolds regarder dans sa direction, bien qu'il ne puisse pas repérer sa position dans l'obscurité. Sa réponse fut ferme et magistrale, malgré son état de blessure. « Nouveau paramètre de mission. Rentrons tous à la Mahon. »« C'est un ordre, capitaine. » Avant qu'elle ne puisse réagir, les chasseurs ennemis changèrent de tactique, plusieurs se séparant pour encercler sa position, tandis que d'autres maintenaient la pression sur le repli de l'équipe. Marianne élimina les deux menaces les plus immédiates, mais les chasseurs restants avaient identifié sa position et concentraient désormais leurs tirs sur la crête. Les balles frappèrent toutes autour d'elle, la forçant à se rapprocher du sol. Dans son oreillette, elle entendit le bruit des rotors d'hélicoptères qui approchaient, l'équipe d'extraction arrivant au point d'impact secondaire. La voix de Torres confirma « Dépoussiéreur en approche, 2 minutes. » Reynolds répondit aussitôt « Sierra One a besoin d'un soutien immédiat sur sa position, marqué avec un infrarouge. » Marianne activa sa balise infrarouge, sachant que cela la rendrait plus visible pour les forces amies, mais aussi potentiellement pour l'ennemi. Une balle toucha le rocher à quelques centimètres de sa tête, la pulvérisant d'éclats. Une autre balle effleura son épaule, la douleur aiguë perturbant momentanément sa visée. Pourtant, elle continua de tirer, ménageant le temps nécessaire à son équipe pour se mettre en sécurité. L'hélicoptère d'extraction apparut au-dessus de la crête au moment même où le fusil de Marianne vidait son dernier chargeur. Le mitrailleur de bord ouvrit aussitôt le feu, neutralisant les chasseurs ennemis restants par un barrage qui lui permit de rompre sa position et de courir vers l'appareil en vol stationnaire. Sa jambe blessée menaçait de céder à chaque pas, mais l'adrénaline la porta en avant. Alors qu'elle atteignait l'hélicoptère, des mains la saisirent. Torres et Santiago la hissèrent jusqu'à l'appareil qui commençait à décoller. Elle s'effondra au sol, soudain consciente du sang qui maculait son uniforme à cause de ses multiples blessures. Reynolds était attaché sur une civière, mais ses yeux étaient ouverts, fixés sur elle avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un mélange de fierté, de respect et d'émerveillement. « Vous avez désobéi à un ordre direct, capitaine, » dit-il d'une voix à peine audible par-dessus le bruit du rotor. « J'ai ordonné à tout le monde de rentrer. » Malgré son épuisement et sa douleur, Marianne sentit un sourire lui caresser les lèvres. « Je crois que je viens de le faire, commandant, » répondit-elle. Alors que l'hélicoptère s'éloignait des montagnes, les emportant tous en sécurité, Reynolds tendit la main pour la saisir brièvement. « Oui, capitaine, » dit-il doucement. « Oui, vous l'avez fait. » L'hôpital militaire allemand était un monde stérile aux murs blancs et aux odeurs d'antiseptiques, contrastant fortement avec le paysage brutal qu'ils avaient laissé derrière eux. Les blessures de Marianne, une éraflure de balles à la cuisse, des éclats d'obus à l'épaule et au bras, diverses coupures et contusions, étaient relativement légères comparées à celles des autres membres de l'équipe. Reynolds avait subi un autre coup sérieux, celui-ci au bas-ventre, nécessitant une intervention chirurgicale lourde. Santiago souffrait d'une commotion cérébrale et de blessures par éclat d'obus,
tandis que Torres s'en était sorti avec des blessures légères, ayant passé la fusillade à protéger l'agent de renseignement blessé de son propre corps. Ils étaient en répartis dans différents services selon leurs besoins médicaux, leur unité soudée temporairement fragmentée par les protocoles hospitaliers. Marianne se sentait agitée malgré les ordres de repos des médecins, vérifiant systématiquement les lignes de vue et les sorties. Même dans cet environnement sécurisé, son corps réagissant encore au conditionnement au combat, malgré l'absence de menaces. 3 jours après leur arrivée, une infirmière aida Marianne à s'installer dans un fauteuil roulant et l'emmena dans la chambre de Reynolds pour ce qui fut décrit comme une réunion importante. Elle le trouva calé dans son lit, pâle mais alerte, Torres et Santiago étant déjà présents. Avant qu'ils puissent parler, la porte s'ouvrit à nouveau pour laisser entrer un général aux cheveux argentés que Marianne reconnut immédiatement. Le général Marcus Harrington, commandant de toutes les opérations spéciales de la région. « À votre aise », dit-il, remarquant leur tentative de se mettre au garde à vous malgré leurs diverses blessures. « Ce n'est pas une inspection officielle. » Il se plaça au pied du lit de Reynolds, observant l'équipe d'un œil perspicace qui ne manquait de rien. « J'ai examiné les rapports de mission et débriefé l'agent de renseignement que vous avez recruté. » Commença-t-il sans préambule. Les informations qu'il a fournies ont déjà permis d'empêcher 3 attaques planifiées contre des intérêts américains. Le président a été personnellement informé de vos actions. Il marqua une pause, son regard se posant sur Marianne. Capitaine Rousseau, votre commandant vous a recommandé pour la Croix du service distingué. J'ai approuvé cette recommandation et vous l'ai transmise avec toute mon approbation. L'annonce réduisit la salle au silence. La Croix du service distingué était la 2e plus haute décoration militaire du pays, rarement décernée et réservée aux actes de bravoure exceptionnels au combat. Marianne se sentait étrangement déconnectée de l'instant, comme si le général parlait de quelqu'un d'autre. « Monsieur, je faisais simplement mon travail », dit-elle finalement, des mots insuffisants mais sincères. L'expression du général Harrington s'adoucit légèrement. « Capitaine, maintenir seul une position face à des forces supérieures pour couvrir le repli de votre équipe va bien au-delà de faire votre travail. Vous vous êtes sciemment placé dans une position intenable pour sauver vos coéquipiers sans espérer votre propre survie. » Il jeta un coup d'œil à Reynolds, qui observait Marianne avec une fierté discrète. « Le commandant Reynolds me dit que vous êtes le meilleur tireur d'élite avec lequel il ait jamais servi, et le soldat le plus altruiste. Venant de lui, c'est dire quelque chose. » Torres et Santiago arboraient maintenant un large sourire, leurs expressions reflétant un accord unanime avec cette affirmation. Après le départ du général, l'équipe resta unie, leur conversation s'écoulant avec la familiarité naturelle de ceux qui ont affronté la mort ensemble et en sont ressortis plus forts. Reynolds observa Marianne d'un regard pensif, tandis que Torres racontait avec enthousiasme ses actions lors de l'extraction. Lorsque l'infirmière revint enfin pour ramener Marianne dans sa chambre, Reynolds lui demanda d'attendre un instant. « Le général avait raison », dit-il doucement lorsque les autres se furent dirigés vers la porte. « Ce que vous avez fait va au-delà de votre devoir ou de votre formation. » Marianne soutint son regard avec assurance. « Vous auriez fait la même chose pour n'importe lequel d'entre nous, » répondit-elle simplement. Reynolds hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Oui, je l'aurais fait. C'est ce que je voulais dire, Rousseau. À un moment donné, vous êtes devenu le cœur de cette équipe, celui qui incarne tout ce que nous sommes censés représenter. » Ces mots la touchèrent plus profondément que la reconnaissance formelle du général, touchant un point fondamental de sa conception de l'appartenance. Alors que l'infirmière la ramenait dans sa chambre, Marianne réalisa qu'elle avait accompli quelque chose que son grand-père aurait apprécié bien plus que des médailles ou des félicitations. Elle avait trouvé sa véritable meute, et il l'avait acceptée comme l'une des leurs, non pas malgré ses différences, mais à cause de la force que ces différences apportaient. Leur rétablissement progressa à des rythmes différents. Torres sortit le premier, suivi de Marianne et Santiago. Reynolds nécessita une nouvelle intervention chirurgicale et resta hospitalisé plus longtemps. Mais son pronostic était bon pour un rétablissement complet. Avant le départ de Marianne pour un mois de convalescence, Reynolds demanda un entretien privé. Elle le trouva assis dans son lit, plus ressemblant que jamais depuis l'extraction. « J'ai pensé à l'avenir, » dit-il sans un mot de passe, comme c'était son approche directe. « Mes médecins disent que je vais me rétablir, mais une nouvelle mission sur le terrain est peu probable. Le commandement discute d'un poste de formation pour moi aux États-Unis. » Marianne assimila cette information,
Comprenant combien une telle transition serait difficile pour quelqu'un comme Reynolds, qui se définissait par son leadership opérationnel. « L'équipe ne sera plus la même sans vous, monsieur », dit-elle honnêtement. Reynolds hocha la tête, reconnaissant la véracité de ses propos, tout en venant au fond du problème. « Le commandement étudie plusieurs options pour mon remplacement. Votre nom est en tête de leur liste. » Cette déclaration flottait entre eux. Ses implications étaient capitales. Marianne n'avait jamais explicitement aspiré à diriger une équipe, et pourtant Reynolds laissait entendre qu'on la pressait de commander l'une des unités d'opérations spéciales les plus prestigieuses de l'armée. « Il y aurait de la résistance, » dit-elle au bout d'un moment, toujours pragmatique. Une femme commandant une équipe SEAL, quelle que soit sa qualification, se heurterait à une forte résistance institutionnelle. Reynolds sourit légèrement, une expression qui transforma son visage habituellement sévère. « Oui, il y en aurait, tout comme il y avait eu de la résistance à votre affectation initiale. Et tout comme vous l'avez surmontée grâce à votre compétence et à votre courage, vous surmonteriez celle-ci. » Sa confiance en elle était absolue, sans la moindre trace du doute qui avait caractérisé leur relation initiale. « Pensez-y pendant votre permission, poursuivit-il. Rien ne sera décidé tant que je ne serai pas libéré et que je ne pourrai pas participer au processus de recommandation officielle. Mais sachez ceci, si vous voulez ce poste, vous avez mon soutien total. » Alors que Marianne s'apprêtait à quitter l'Allemagne pour la France, où elle passerait sa convalescence avec sa mère, elle se trouvait à la croisée des chemins, tant sur le plan professionnel que personnel. Sa nomination à la Croix du service distingué, la possibilité de commander une équipe. Autant d'accomplissements qu'elle n'aurait jamais imaginé lorsqu'elle avait rejoint l'unité de Reynolds. Pourtant, ce qui la toucha le plus, ce ne fut pas la reconnaissance officielle, mais la transformation de la perception qu'avait son équipe d'elle et de la perception qu'elle avait d'elle-même. Son grand-père lui avait dit un jour qu'on choisit un vrai leader, non pas parce qu'il recherche le pouvoir, mais parce que les autres reconnaissent en lui quelque chose d'essentiel qui mérite d'être suivi. Lors de sa dernière soirée avant son départ, Torres, Santiago et plusieurs autres membres de l'équipe se réunirent dans le jardin de l'hôpital pour un adieu informel. Alors que le crépuscule adoucissait l'atmosphère institutionnelle, Santiago leva sa tasse de café pour porter un toast. « Au capitaine Rousseau », dit-il d'une voix sincèrement chaleureuse, qui a prouvé que le loup le plus dangereux de la meute était peut-être celui qu'on attend le moins. Alors que leur rire et leur accord résonnaient dans l'obscurité grandissante, Marianne ressentit un sentiment d'accomplissement qui transcendait les médailles ou les promotions, la connaissance qu'elle avait trouvé sa véritable place dans le monde, non pas en changeant qui elle était, mais en étant exactement qui elle avait toujours été. Le petit village de Normandie où Marianne avait passé les étés de son enfance avec son grand-père semblait inchangé par le temps, ses bâtiments en pierre et ses ruelles étroites contrastant fortement avec les paysages déchirés par la guerre qu'elle avait laissés derrière elle. La maison de sa mère se dressait à l'orée de la forêt ancienne où Marcel avait appris le tir à Marianne, son jardin envahi par la végétation mais accueillant. Claire Rousseau accueillit sa fille avec une joie silencieuse, ses yeux scrutant les nouvelles cicatrices, la légère claudication due à la guérison de sa blessure à la cuisse, la vigilance que le combat avait gravée à jamais dans la posture de Marianne. « Tu as l'air fatiguée, ma chérie, » dit-elle simplement, en conduisant Marianne à l'intérieur, où un feu chauffait le petit salon. Sur la cheminée, une photo de Marcel à l'époque de la Résistance côtoyait d'une photo plus récente. Marianne en uniforme, recevant une citation après son premier déploiement. Claire apporta du café et du pain frais, assise en face de sa fille, les mains marquées par l'arthrite qui s'était aggravée depuis la dernière visite de Marianne. « Votre commandant m'a appelé, » dit-elle à l'improviste. « Commandant Reynolds, il voulait que je sache ce que vous aviez fait et que vous étiez recommandé pour une médaille très importante. » Marianne fixa sa mère avec surprise. Reynolds n'avait jamais parlé de contacter sa famille. « Qu'a-t-il dit d'autre ?» demanda-t-elle, intriguée par cette communication inattendue. L'expression de Claire s'adoucit, presque émerveillée. « Il a dit que tu étais le meilleur soldat avec lequel il ait jamais servi et que ton grand-père aurait été immensément fier de la femme que tu es devenue. » Ces mots firent monter des larmes inattendues aux yeux de Marianne, des larmes qu'elle ne s'était pas permises, même dans l'intensité du combat ou la douleur de la convalescence. Claire tendit la main pour la prendre, son contact doux sur la peau cailleuse des années de maniement des armes.
Marcel a toujours su que tu étais destinée à des choses extraordinaires, dit-elle doucement. Même petite, il a vu en toi quelque chose que d'autres ont manqué. Un courage particulier qui ne vient pas de l'intrépidité, mais de l'acceptation de la peur et de l'avancée. Dans la cuisine simple de sa mère, entourée des souvenirs de son grand-père, Marianne sentit des couches de tension commencer à se relâcher. Elle était rentrée chez elle avec non seulement des blessures physiques, mais aussi le poids accumulé des preuves de sa valeur dans un monde qui avait initialement rejeté sa présence. Dans cet endroit où elle avait appris à rester immobile, à observer, à attendre, elle pouvait enfin commencer à assimiler tout ce qui s'était passé. Les jours qui suivirent s'installèrent dans un rythme de guérison. Le matin, Marianne marchait en forêt, retraçant les sentiers qu'elle connaissait depuis l'enfance, son corps reprenant peu à peu des forces tandis que son esprit assimilait les expériences de l'année écoulée. L'après-midi, elle aidait sa mère au jardin ou à effectuer de petites réparations au chalet, leur conversation oscillant aisément entre le français et l'anglais, entre le passé et le présent. Un matin, suivant un sentier dont elle se souvenait à peine, elle se retrouva dans la petite clairière où son grand-père avait construit un champ de tir primitif des décennies auparavant. Les supports de cible en bois étaient pourris, mais elle voyait encore la configuration dans son esprit. Debout à l'endroit où elle avait tiré son premier coup de fusil à 8 ans, Marianne sentit si fort la présence de Marcel qu'elle faillit se retourner, s'attendant à le trouver derrière elle, avec son sourire patient et son regard attentif. « Le calme doit venir de l'intérieur », lui avait-il dit. « Quand ton cœur est calme, tes mains seront stables. » Ce souvenir n'apportait pas de chagrin, mais un sentiment de continuité, d'enseignement transmis à travers le temps et la distance. Au village, la nouvelle du retour de Marianne et les rumeurs de ses services décorés se répandirent rapidement. Le propriétaire du café refusa de payer lorsqu'elle s'arrêta pour prendre un café, tandis que le vieux maître de poste évoquait Marcel d'un ton respectueux, racontant ses exploits dans la Résistance, devenue une légende locale. Il serait fier de voir sa petite fille perpétuer son héritage, lui dit le vieil homme, les yeux chassieux brillants d'admiration. Une guerrière de la même lignée. Cette reconnaissance lui parut étrange après l'isolement et la lutte pour l'acceptation qu'elle avait vécue au début de sa carrière militaire. Ici, où le souvenir de son grand-père était encore vif, son parcours ne semblait pas inhabituel, mais inévitable. La continuation naturelle d'une tradition familiale de service et de sacrifice. Un soir, alors que le crépuscule adoucissait le jardin du cottage, Claire rejoignit Marianne sur le petit banc de pierre qui surplombait la lisière de la forêt. « Le commandant Reynolds m'a également dit qu'ils envisageaient de vous nommer à un poste de direction, » dit-elle d'une voix soigneusement neutre. « Il semblait penser que vous pourriez hésiter à accepter. » Marianne observa 2 engoulevents plongés dans le ciel qui s'assombrissait, leur vol gracieux et précis. « Ce serait sans précédent, » répondit-elle au bout d'un moment. « Une femme commandant une équipe opérationnelle des SEAL, il y aurait une résistance institutionnelle importante. » Claire hocha la tête sans surprise. Marcel disait que les portes ne s'ouvrent pas à ceux qui attendent poliment dehors. Parfois, il faut pousser. Elle plaça quelque chose dans la main de Marianne. Une clé ternie attachée à un cordon de cuir usé. « Ton grand-père voulait que tu l'aies quand tu serais prête. Je pense que c'est le moment. » La clé était petite et visiblement ancienne, son utilité floue. « Qu'est-ce qu'elle ouvre ?» demanda Marianne en la faisant tourner dans sa paume. Claire sourit, son expression effaçant momentanément les rides d'inquiétude qui avaient gravé son regard. « Le trésor de guerre de Marcel. Il est au grenier, là où il se trouve depuis avant ta naissance. Il a dit que lorsque tu affronterais ton plus grand défi, tu devrais regarder à l'intérieur, que tu le saurais le moment venu. » Le coffre en bois était petit mais lourd, niché sous l'avant-toit du grenier du cottage, où des grains de poussière dansaient sous le faisceau de la lampe torche de Marianne. La clé tourna avec une facilité surprenante dans la vieille serrure, le couvercle se soulevant pour révéler son contenu soigneusement préservé. Un brassard de la Résistance, des documents jaunis, un pistolet Luger pris à un officier allemand, des coupures de presse. Mais c'est le journal en cuir sous ces objets qui attira l'attention de Marianne. L'ouvrant avec révérence, elle découvrit l'écriture caractéristique de son grand-père. Page après page, son journal de guerre consignant non seulement les opérations et les tactiques, mais aussi ses pensées les plus profondes durant les jours les plus sombres de l'occupation.
Elle le descendit pour le lire à la lumière d'une lampe, se perdant dans l'univers de Marcel tandis que la nuit s'épaississait autour du cottage. Vers la fin du journal, un passage écrit après la libération la frappa. Le leadership ne s'accorde pas par l'autorité, mais s'acquiert par les actes. Lorsque ceux qui doutaient autrefois commenceront à suivre de leur plein gré, le véritable commandement est atteint. Il ne s'agit pas de pouvoir, mais de responsabilité. La volonté d'être le premier sur le chemin du danger, de prendre des décisions qui peuvent coûter des vies, d'en supporter seul le poids tout en partageant le mérite du succès avec tous. Le matin, Marianne était encore éveillée, le journal de son grand-père ouvert à côté d'elle. Sa décision prise avec la lucidité qui naît du renouement avec ses racines profondes. Elle accepterait le poste de commandement si on lui proposait, non pas pour son avancement personnel ou pour prouver quelque chose sur les barrières entre les sexes, mais parce que c'était le prolongement naturel de la voie qu'elle avait choisie dès son entrée dans l'armée, servir avec toutes ses compétences, protéger ceux dont elle avait la charge, incarner les principes de vie de son grand-père. Lorsqu'elle appela Reynolds plus tard dans la journée pour l'informer de sa décision, sa réponse fut immédiate et sincère. « L'équipe sera entre d'excellentes mains, capitaine. Je n'ai jamais douté de vos capacités, seulement de votre capacité à les reconnaître. » À la fin de l'appel, Marianne regarda par la fenêtre du cottage, là où la lisière de la forêt rejoignait le jardin, la frontière entre civilisation et nature sauvage que son grand-père lui avait appris à franchir. Elle comprenait désormais que son cheminement avait toujours consisté à trouver cet équilibre, entre force et compassion, entre excellence individuelle et loyauté collective, entre instinct de loup et responsabilité de chef. Avec le journal de son grand-père bien rangé dans son sac et sa boussole dans sa poche, elle commença les préparatifs pour retourner au service, non pas en tant qu'étrangère qu'elle avait été autrefois, mais en tant que commandant qu'elle avait gagné le droit de devenir. L'aube côtière de Virginie teintait le centre d'entraînement des forces spéciales de la marine de Thon Doré et Rosé lorsque Marianne arriva pour son premier jour officiel en tant que commandant de la SEAL Team 7. 3 mois s'étaient écoulés depuis son retour de convalescence. Des mois remplis de débriefing, d'évaluation médicale, de formation spécialisée en leadership et de la cérémonie officielle où Reynolds, désormais en poste au commandement de l'entraînement, lui avait personnellement transmis son autorité. La croix du service distingué lui avait été remise lors d'une cérémonie distincte en présence de sa mère, venue de France pour l'occasion. Alors que Marianne garait sa voiture et ajustait son uniforme, elle sentait le poids de la médaille et de la nouvelle responsabilité peser sur ses épaules. Le centre paraissait paisible dans la lumière matinale, ce qui trahissait l'intensité des opérations qui allaient bientôt s'y dérouler. Prenant une profonde inspiration, elle toucha la petite pochette à sa ceinture où elle portait la boussole de son grand-père, puis marcha d'un pas mesuré vers le bâtiment où son équipe l'attendait. Torres et Santiago étaient déjà dans la salle de briefing, accompagnés des 3 nouveaux membres de l'équipe qui avaient remplacé Reynolds, de Johnson et d'un spécialiste transféré dans une autre unité. Le silence se fit lorsque Marianne entra, 5 paires d'yeux la suivant jusqu'au fond de la salle. « Bonjour, messieurs », dit-elle d'une voix calme et autoritaire. « Comme vous le savez, le commandement m'a nommé à la tête de l'équipe SEPT, avec effet immédiat. Certains d'entre nous ont servi ensemble sous les ordres du commandant Reynolds et savent à quoi s'attendre les uns des autres. Pour nos nouveaux membres, permettez-moi d'être clair sur mes attentes. » Elle marqua une pause, croisant le regard de chaque homme. « J'attends de moi l'excellence, l'adaptabilité et une loyauté absolue, non pas envers moi personnellement, mais envers cette équipe et la mission. Vos antécédents, vos opinions personnelles sur le leadership féminin, rien de tout cela ne m'importe. Ce qui compte, c'est votre performance lorsque des vies sont en jeu. » Santiago et Torres échangèrent de petits sourires, reconnaissant l'écho de Reynolds dans sa franchise tout en notant les subtiles différences d'approche qui la marquaient comme son propre type de leader. La transition s'est déroulée plus en douceur que beaucoup ne l'avaient prévu. Torres et Santiago ont assuré une continuité essentielle, leur respect évident pour Marianne donnant le ton aux nouveaux membres de l'équipe. Les premiers exercices d'entraînement sous son commandement étaient volontairement exigeants, conçus pour tester non seulement les compétences individuelles, mais aussi la cohésion de l'équipe sous sa direction. Elle les a poussés avec ardeur, mais avec justesse, démontrant par des actes plutôt que par des paroles qu'elle ne leur demanderait jamais d'entreprendre quoi que ce soit
qu'elle n'était pas prête à faire elle-même. Lors d'un exercice de navigation nocturne particulièrement éprouvant, lorsqu'un des nouveaux spécialistes, Ramirez, transféré de l'équipe 3 et réputé pour son scepticisme envers les femmes opératrices, s'est retrouvé désorienté en terrain difficile, Marianne a personnellement dirigé l'opération de récupération. Plus tard, alors qu'ils se regroupaient au poste de contrôle, Ramirez s'est approché d'elle avec un respect retrouvé. « Merci, commandant », a-t-il dit simplement. La plupart des officiers auraient envoyé quelqu'un d'autre. Marianne a soutenu son regard d'un air neutre. « Cette équipe récupère les siens », a-t-elle répondu. « Toujours. » Ce fut un petit moment, mais significatif. Le début d'une véritable confiance qui serait essentielle au succès opérationnel. 6 semaines après son entrée en fonction, leurs premiers ordres de déploiement arrivèrent. Une opération antiterroriste en Afrique du Nord visant une cellule responsable d'attaques contre des installations diplomatiques américaines. La séance de planification de la mission révéla pleinement le style de leadership de Marianne. Une préparation méticuleuse combinée à une volonté de prendre en compte les avis de tous les membres de l'équipe, quel que soit leur grade. Lorsque Santiago suggéra une approche tactique différente de son plan initial, elle l'écouta attentivement avant d'adapter l'opération pour y intégrer ses idées. « Bien joué, lieutenant », reconnut-elle ouvertement. « Votre approche réduit notre exposition pendant la phase initiale. » Les nouveaux membres de l'équipe, qui s'attendaient peut-être à ce qu'elle défende son plan initial par fierté ou par insécurité, échangèrent des regards approbateurs. Après la séance, Torres s'attarda tandis que les autres sortaient. « Reynolds serait impressionné, dit-il doucement. Vous avez rendu cette transition facile, même si je sais que ce n'est pas le cas. » Marianne s'autorisa un léger sourire. « Les apparences sont parfois trompeuses, spécialiste, mais nous devenons une véritable équipe, et c'est ce qui compte. » L'opération en Afrique du Nord les a tous mis à l'épreuve, avec des lacunes inattendues en matière de renseignement et des conditions de terrain changeantes exigeant une adaptation rapide. Durant la phase critique, lorsque l'équipe s'est retrouvée face à une force hostile plus importante que prévu, le leadership décisif et la flexibilité tactique de Marianne se sont révélés décisifs. De son poste de surveillance, elle a coordonné leurs réponses avec une précision sereine, ajustant le plan en temps réel à l'évolution de la situation. Une fois la mission terminée, mission accomplie sans perte pour l'équipe, ils se sont regroupés au point d'extraction, l'adrénaline encore palpable. Ramirez fut le premier à prendre la parole, son scepticisme d'antan complètement effacé. « C'était une performance de commandement, madame, » dit-il avec une admiration sincère. « Votre façon de recalculer notre itinéraire d'exfiltration sous le feu ennemi. Un travail d'orfèvre. » Les autres acquiescèrent, l'expérience partagée du combat sous sa direction consolidant l'entraînement commencé. Alors que l'hélicoptère d'extraction approchait, Santiago croisa le regard de Marianne d'un air entendu. « 12 tangos dans la cour, dit-il doucement. Tu en as éliminé 5 toi-même tout en coordonnant notre mouvement. Certaines choses ne changent jamais. » Marianne s'autorisa un bref sourire tandis que le souffle du rotor les enveloppait. En effet, certaines choses n'avaient pas changé. L'essence même de sa personnalité était restée la même depuis ses premiers jours comme tireuse d'élite jusqu'à son rôle actuel de commandante. Ce qui avait changé, c'était la façon dont les autres la percevaient et peut-être, fondamentalement, la façon dont elle se voyait d'elle-même. Plus tard, en rédigeant son rapport de mission officielle, Marianne repensa au parcours qu'il avait mené jusqu'ici. De l'étrangère luttant pour une acceptation élémentaire à la commandante dont les ordres étaient suivis sans réserve, la transformation, vue de l'extérieur, semblait spectaculaire, mais semblait une évolution naturelle de l'intérieur. Elle n'avait jamais recherché le commandement pour le plaisir, mais seulement l'opportunité de servir au maximum de ses capacités. Maintenant que cette opportunité s'était enfin concrétisée, elle comprenait ce que le journal de son grand-père avait signifié quant au poids des responsabilités. Chaque décision qu'elle prenait affectait la vie des hommes qui lui faisaient une confiance. Chaque résultat de mission reflétait son jugement. C'était un fardeau qu'elle portait volontiers, sachant que c'était précisément ce à quoi elle s'était préparée tout au long de sa carrière. Une fois le rapport terminé, elle ouvrit un canal de communication sécurisé avec Reynolds au commandement de l'entraînement, envoyant une brève mise à jour par courtoisie à son ancien commandant et mentor. Sa réponse ne tarda pas. Le niveau de l'équipe Sept reste clairement exceptionnel sous la nouvelle direction. Bravo, commandant. Ce simple remerciement fit sourire Marianne tandis qu'elle se préparait pour le voyage de retour de l'équipe.
De l'acceptation réticente au respect sincère, de la tireuse d'élite à commandant, le cercle s'était bouclé d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer lorsqu'elle avait rejoint son équipe pour la première fois. 5 ans plus tard, Marianne se tenait sur le pont d'un navire de guerre traversant la Méditerranée, observant les côtes françaises émerger de la brume matinale. L'équipe SEPT venait de terminer une opération multinationale complexe et leur itinéraire de retour lui offrait un bref moment pour rendre visite à sa mère en Normandie. Depuis sa prise de commandement, Marianne avait mené l'équipe à travers des dizaines de missions sur 3 continents, se forgeant une réputation d'excellence opérationnelle qui avait fait taire les voix les plus sceptiques au sein de la communauté des opérations spéciales. Sa promotion au grade de major avait eu lieu 6 mois plus tôt, accompagnée de rumeurs de futures candidatures à des postes de direction plus importants au sein des opérations spéciales navales. L'équipe avait également évolué, seul Torres étant resté du groupe initial déployé avec Reynolds. Santiago avait reçu son propre commandement, tandis que les autres avaient rejoint des postes d'entraînement ou des unités spécialisées. La nouvelle incarnation de l'équipe SEPT reflétait la philosophie de leadership de Marianne. Diversité d'expérience et d'expertise, unité d'objectifs et respect mutuel. Le jardin du cottage était fleuri de fleurs printanières lorsque Marianne arriva. Sa mère l'attendait à la grille, un sourire qui effaçait les rides d'inquiétude qui avaient marqué son regard. Claire avait visiblement vieilli depuis la mort de Marcel, mais son esprit restait intact, sa fierté pour sa fille transparaissant dans chacun de ses gestes. Au cours d'un dîner dans la petite cuisine, Marianne partagea ce qu'elle put de ses récentes activités, naviguant avec prudence dans les limites de la sécurité opérationnelle, tout en transmettant l'essence de son expérience de commandement. « Et Reynolds ?» demanda Claire, se souvenant du commandant qu'il avait appelé un jour pour lui annoncer le courage extraordinaire de sa fille. « Comment va-t-il maintenant ?» Marianne sourit en repensant à leur dernière conversation. Il s'épanouit dans son rôle de formateur. Il a façonné une nouvelle génération d'opérateurs qui n'ont jamais connu les anciens préjugés. Lorsque je visite le commandement de formation, je vois des candidats évalués sur leur mérite et non sur leur sexe. C'est un monde différent de celui de mes débuts. Claire hocha la tête, comprenant l'importance de cette évolution. Marcel disait que le véritable changement ne vient pas de gestes spectaculaires, mais d'une excellence constante et incontestable. Tu lui as donné raison, ma chérie. Ce soir-là, Marianne se rendit seule à la clairière où son grand-père lui avait appris à tirer. L'ancien champ de tir avait disparu depuis longtemps, repris par la nature, mais les souvenirs restaient vivaces. Marcel ajustant sa prise sur le fusil, lui apprenant à contrôler sa respiration, à trouver le calme intérieur qui rendait la précision possible. « Soyez le loup, pas le lapin », disait-il. Le loup observe, attend, choisit le moment. Dans le crépuscule naissant, elle pouvait presque entendre sa voix dans le vent qui bruissait dans les arbres centenaires. Elle avait appliqué ses leçons à chaque étape de sa carrière, de l'académie navale où les instructeurs s'attendaient à son échec, en passant par la formation Bud S où les candidats masculins pariaient sur son départ, jusqu'à la communauté d'élite des SEAL où Reynolds avait d'abord résisté à son affectation, et enfin au commandement où elle avait prouvé que le leadership transcendait les sexes. Le chemin n'avait jamais été facile, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il le soit. Le loup chasse en silence, acceptant le défi de la chasse sans se plaindre. Le lendemain matin, avant de reprendre son service, Marianne se rendit au cimetière du village où Marcel reposait sous une simple pierre. Elle déposa la boussole de son grand-père sur la tombe, n'ayant plus besoin de cet objet physique pour se souvenir de ses conseils. « J'ai tenu ma promesse, grand-père », dit-elle doucement en français. « Je suis devenue la louve que tu m'as apprise à être. » Tandis qu'elle réfléchissait, son téléphone sécurisé vibra, annonçant un message entrant. Torres, l'informant d'une situation en développement nécessitant une intervention immédiate de l'équipe SEPT. Le devoir l'appelait, comme toujours. Après un dernier regard à la tombe, Marianne se tourna vers son véhicule qui l'attendait, sa posture se redressant presque imperceptiblement pour adopter la présence imposante que son équipe attendrait à son retour. La tireuse d'élite autrefois sous-estimée était devenue la commandante qui n'avait jamais perdu de vue sa nature profonde, patiente, vigilante, loyale à la meute, mortelle au besoin. Alors qu'elle quittait le village de son enfance pour s'acquitter des responsabilités de la voie qu'elle avait choisie, Marianne emportait avec elle non seulement l'héritage de son grand-père,
au chemin chez ma mère, mais aussi l'avenir qu'elle contribuait à créer. Un monde où le courage et la compétence primeraient toujours sur le sexe ou l'origine. La louve avançait, les yeux fixés sur l'horizon, sa meute attendant son retour.